Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans une autre pièce. Aujourd'hui nous sommes samedi 13 avril 2024, il est déjà 18h31. Hier soir, pour le Parlons DVD, on a regardé un film, j'étais pas sûr de l'avoir déjà vu. Zou l'avait déjà vu une fois il y a longtemps, c'était un DVD tiré de sa collection personnelle, c'était Le Dernier Empereur. Qu'est-ce que c'est que Le Dernier Empereur? Il s'agit d'un film lié au dernier empereur de Chine. Au niveau de l'histoire, ça s'apparente presque à une biopic. Presque, parce qu'évidemment, dans un film, on ne peut pas tout raconter, parce qu'il y a une limite de temps. Mais également parce qu'il arrive parfois que les réalisateurs prennent des libertés scénaristiques. Du coup, on peut parler de biopic romancé si on veut, mais avec quand même des accents de vérité, des accents de vérité historique. Au niveau de l'histoire, de quoi parle le film? Il s'agit d'une dynastie d'empereurs en Chine où les empereurs donc sont issus de la lignée des Mandchous, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il va s'avérer que finalement l'empereur en question au début du film n'est plus vraiment la personne qui régente, c'est plutôt son épouse, ou enfin je sais plus trop comment ça marche, mais enfin le début est un peu étrange. Toujours est-il que finalement la personne qui règne dans le temple perdu, dans la cité interdite, décide que son temps est venu et nomme un jeune enfant qui est un héritier issu de sang royal, qui est je crois le fils d'un prince qui était le frère de l'empereur ou un truc comme ça, enfin bref. Toujours est-il que voilà, ce jeune héritier a seulement 2 ans, il est très jeune, et du coup il se retrouve à être nommé empereur, et la régente qui gérait le trône jusque-là décède subitement, pratiquement aussitôt après. Évidemment, donc l'empereur va avoir toute une équipe autour de lui qui va gérer le trône. On va lui expliquer dès son plus jeune âge qu'il y a des règles. L'empereur n'a pas le droit de quitter la cité interdite. Également, la cité interdite est interdite aux hommes, sauf dans certains tableaux horaires. C'est-à-dire qu'il y a certaines heures où des gens du public, du peuple peuvent éventuellement venir pour différentes raisons, mais passé certaines horaires, ils doivent partir, et ceux qui vivent dans le temple doivent être soit des femmes, soit des eunuques. Ce qui fait que la vie de l'empereur va pas être toujours rose. Il va beaucoup s'ennuyer pendant son enfance, et du coup il va essayer de se trouver des jeux ou s'inventer des jeux. Il va avoir à un moment donné, durant l'adolescence et la période jeune adulte, un précepteur qui va venir d'Écosse, qui va lui apprendre certaines choses et lui ouvrir sur le monde extérieur. Du coup, l'empereur va être tenté d'en apprendre plus sur le monde extérieur, et voudra pouvoir sortir un jour du temple interdit, de la cité interdite. Alors, ce qui va se passer également, c'est qu'on va voir le film sous 2 temporalités. C'est-à-dire qu'on va voir une époque qui va se passer dans les années 50, où c'est un univers un peu terne, et ça va se passer autour d'un prisonnier qui a un numéro, et qui vit très mal sa situation, et qui est accusé de trahison. Et du coup, par moment, il va se souvenir de choses, et évidemment, on va lui demander lors
de son enfermement, d'écrire ses mémoires, et c'est à travers ses mémoires qu'on va retrouver sa jeunesse. Et en fait, ce prisonnier-là est le dernier empereur, mais dans le futur. Dans le futur, qui est plutôt le passé pour nous, puisque c'est les années 50. Bref, donc du coup, on va voir le parcours de l'empereur à travers différentes traditions, et également à un moment donné il va ouvrir les yeux sur le fait que des gens de son entourage pillent le temple, la cité, et volent les richesses, mais également il va devoir, on va lui imposer deux épouses, une épouse principale et une épouse secondaire, et finalement à un moment donné il va apprendre que des choses se déroulent à l'extérieur de la cité interdite au niveau politique en Chine, qu'il y a différentes factions qui s'affrontent pour le pouvoir, et que finalement en fait il ne représente plus qu'une autorité d'image seulement, et n'a pas vraiment de réel pouvoir. D'ailleurs, il n'a jamais eu l'occasion de détenir un réel pouvoir. Un peu comme on pourrait le penser dans certaines monarchies dans le monde, où finalement c'est plutôt les premiers ministres qui s'occupent des affaires du pays, par exemple. Bref, donc on a ce dernier empereur qui va vivre tout ça, et il va y avoir un grand changement à un moment donné où le Japon pendant la guerre va finalement prendre le pouvoir, et conquérir la Chine. Le Japon va arriver jusqu'à la cité interdite, et du coup l'empereur va être sommé de quitter les lieux, et ça va être pour lui la première fois où il va quitter la cité interdite depuis qu'il a été intronisé empereur. Là-dessus il va devoir faire un choix, et finalement il va partir en exil au Japon avec ses deux épouses, où il va vivre une époque un petit peu de décadence durant sa vie de jeune adulte, où il va beaucoup traîner dans les fêtes mondaines. Finalement, avec ses appuis politiques et ses alliances qui va se faire du côté des Japonais, on va lui proposer de reprendre le trône de la cité interdite en Chine, et de reprendre le pouvoir en Chine, mais il devra changer le nom du régime, et du coup il sera secondé sur place par les forces japonaises, ce auquel il va accepter, et finalement il va se rendre sur place et reprendre son titre d'empereur, où cette fois-ci le début va sembler être plutôt positif pour lui, sauf que rapidement il va se rendre compte qu'il perd de nouveau le pouvoir, et en fait qu'il ne contrôle rien, jusqu'au jour où finalement le Japon est en train de perdre la guerre, et les Russes débarquent, et finalement il va être fait prisonnier. Et là on va retrouver l'époque contemporaine où on le découvre en prisonnier. Finalement il va découvrir sa vie de prisonnier dans un camp de rééducation, où il va apprendre à comprendre ses errements, ses erreurs, et à les assumer. Et finalement il va à un moment donné, plus de 10 ans plus tard, être libéré pour, on va dire d'une certaine façon, pour bonne conduite. Du coup on va retrouver l'empereur vieillissant, vivant comme un simple jardinier, et le temps passant on va le retrouver finalement lors d'un dernier voyage vers la cité interdite, qui est devenu un genre de musée, où il va discuter avec un jeune enfant, et d'un coup il va disparaître, il va mourir. J'ai regardé après sur internet parce que c'est vrai qu'on a fait le calcul, et ça apparaît quand même pas si vieux que ça, la date de sa mort. On a fait le calcul avec Zoulut, et finalement d'après ce qui est dit sur internet, c'est parce qu'il était mort du cancer apparemment.
Donc voilà, donc après j'essaie de ne pas tout spoiler, mais bon après ça fait partie des événements historiques. Il y a eu des moments dans sa vie où l'empereur ne s'est pas toujours bien comporté, notamment où il a eu des moments où il voulait récupérer le pouvoir qu'il a cru détenir mais qu'il n'a jamais eu. Il y a eu des moments où il a fait des caprices d'enfant et d'autres moments où finalement il a appris l'humilité, mais il s'est pas toujours bien comporté, notamment en tant que mari, en tant qu'époux. Et du coup, c'est vraiment que vers la fin de sa vie qu'il a découvert certaines choses et qu'il a appris qu'il y avait plus important dans la vie que le pouvoir. Grosso modo, c'est un peu ça l'histoire du film. C'est un film que j'avais peur qu'il soit un petit peu ennuyeux et finalement, je l'ai trouvé passionnant à regarder. Voilà, donc c'est pas forcément le type de film que je préfère regarder, les biopics, mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et du coup ça se regarde très facilement. Je me suis pas ennuyé du tout. Je vais vous lire les infos qu'il y a derrière le boîtier. Le Dernier Empereur est un pur chef-d'œuvre, l'un des monuments les plus incroyables de l'histoire du cinéma, au même titre que Laurence d'Arabie ou Autant n'emporte le vent. Pékin 1908, Puyi, un enfant de 3 ans est enlevé à sa mère et conduit à la cité interdite. À la mort de l'impératrice douairière, l'enfant est proclamé empereur de Chine. Ainsi débute l'incroyable destin de l'empereur Puyi. Il va connaître le pouvoir absolu, le luxe, l'argent, mais aussi la fin de l'empire, la révolution, la guerre, la prison et l'exil. Il restera à jamais dans l'histoire comme le dernier empereur. Voilà les infos que l'on a derrière le boîtier. On va voir ensemble la fiche Wikipédia. Le Dernier Empereur, l'Ultimo Imperatore en italien et The Last Emperor en anglais. C'est un film biographique italo-sino-franco-britannique réalisé par Bernardo Bertolucci et sorti en 87. Bon, après il y a le synopsis, on va zapper. Budget 23 800 000 $. Durée 163 minutes pour la version cinéma et 219 minutes pour la version longue télévisée. Ici, c'était une durée de 2h35, ce qui ferait dans les 120 minutes. Non, 120 minutes plus 30 dans les 160. Donc, on est sur la version cinéma. Du coup, apparemment, il y aurait des scènes supplémentaires dans la version longue télévisée. C'est dommage. C'est dommage qu'on ne l'ait pas. Casting. Alors, on a John Lone, Joan Chen, Peter O'Toole, Ryo Sheng-ying, Henry Oh, Woo Jun-mei, Victor Wong, Rick Young, Dennis Dun, Ryoshi Sakamoto, Maggie Han, Kari Yorugi Tagawa, Jet Go, Fumihiko Ikeda, Richard Wu, Tiger Tsu, Wu Tao, Enrique, Alvin Riley 3, Fan Guang, Lisa Lu, Hideo Takamatsu, Hajime Tachibana et Basil Pao. Autour du film, c'est la première œuvre occidentale à avoir reçu la pleine et entière collaboration des autorités chinoises depuis 1949 et aussi le premier film occidental à avoir été tourné dans la cité interdite. Une partie du film a également été tournée dans les mythiques studios de Cinecittà à Rome, couronné par 9 Oscars dont ceux des meilleurs films et réalisateurs, du César des meilleurs films étrangers avec 19 000 figurants, 9 000 costumes et 300 techniciens italiens, britanniques et chinois. Le film a nécessité plus de 6 mois de tournage. Le Dernier Empereur reste à ce jour l'une des plus grandes fresques jamais réalisées au cinéma. La version longue, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le film est surtout connu dans sa version d'exploitation de 163 minutes, celle qui fut couronnée de 9 Oscars. Pourtant, le projet devait au départ aboutir à un téléfilm en plusieurs épisodes. En effet, le cinéaste avait été requis pour fournir une version télévisée de 4 heures dans le cadre de son accord initial. Cette version, comprenant 4 épisodes de 50 minutes, fut diffusée à la télévision avant de sortir en DVD en France en 2003 au format 4/3 pour une durée de 219 minutes. Parmi les nouveaux éléments, on retrouve notamment plusieurs prolongements de scènes et nouvelles scènes lorsque Puyi gouverne le Manchukuo en tant que souverain fantoche, la réintégration des scènes d'un personnage totalement coupé dans la première version d'exploitation, le fournisseur d'opium nommé ministre de la Défense à la demande des Japonais,
De nouvelles scènes dans la prison soulignant combien Pouilly est incapable de s'occuper seul de lui sans ses serviteurs. Le distributeur japonais demanda à Bernardo Bertolucci de supprimer un segment qui faisait référence au massacre de Nankin, un des pires massacres commis par l'armée impériale japonaise dans la capitale provisoire chinoise de Nankin, massacre toujours non reconnu par le Japon, faisant office d'un grave litige entre la Chine et le Japon. Ce segment fut réinséré ultérieurement après les vives plaintes du réalisateur. Différence avec l'histoire authentique. Si le film se calque au maximum sur l'histoire de Pouilly, il contient quelques libertés par rapport à celle-ci. Pouilly était couronné à l'âge de 2 ans et non à 3 ans. C'est en 1912, fin de l'Empire, que les fonctions des eunuques à la cité interdite ont été abolies. Le film présente ce fait comme postérieur à la fin de l'Empire. Yoshiko Kawashima ne fut pas la maîtresse de Masashiko Amakatsu, comme suggéré dans le film, mais celle de Hayao Taida, général conseiller en chef des questions militaires auprès de Pouilly. Masahiko Amakatsu ne se suicida pas par balle, mais avec du poison. Le film n'aborde ni la restauration mandchoue de 1917, ni le rôle de Zhai Feng, père de Pouilly, qui fut beaucoup plus important. Après, il y a eu pas mal de récompenses, des nominations, etc. Le film, donc, nous on l'a en DVD depuis longtemps. Il existe une version remasterisée actuellement expédiée, vendue par Amazon à 9,99 €. C'est un prix assez correct. Après, je ne sais pas quelle version c'est au niveau de la durée. C'est marqué 2h35, donc c'est la version cinéma classique, certainement. Voilà, pas grand chose de plus à en dire. Donc c'est un film assez plaisant à regarder, une belle découverte. Sur ce, donc je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.